Alors, la deuxième intervention que nous allons entendre, alors, est celle de M. Browiak, spécialiste de droit des investissements, international des investissements, donc vous allez faire le droit international. L'arbitrage relatif à l'investissement international, le droit international public cède-t-il à tous les excès? On remet la lumière ou pas? Alors, Est-ce qu'il faut que je m'en aille? non, je pense que tu n'as pas besoin de t'en aller. Je vais juste tamiser l'ambiance, d'une part parce que j'aime bien ça, et puis dans un deuxième temps pour vous aider à voir ma super projection. Si jamais je réussis, bon, on va le faire comme ça. Je suis malheureusement un internationaliste et donc très mauvais en technologie. Bien, avant de commencer, je voudrais bien évidemment remercier les organisateurs d'avoir fait cet événement. Je suis honoré d'être là, je suis extrêmement content. Je m'excuse aussi d'avoir été le grand relou de service à vouloir la technologie, l'ordinateur, les branchements et tous ces désagréments qui auraient pu être évités. Bien. Alors, de quoi je voudrais vous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes dans cette dialectique de l'équilibre. Hein, nous l'avons bien envisagé dans les premières interventions aujourd'hui. On parle d'excès. Parler d'excès, c'est parler à la fois d'une recherche d'équilibre, mais aussi parler de flux et de reflux. Alors, comme monsieur le professeur l'a dit, je suis spécialiste du droit international des investissements et je voudrais vous présenter donc ma passion personnelle, le droit des investissements, en vous montrant, en essayant de vous démontrer à quel point ce droit est évolutif, et qui dit évolutif donc dit sujet à des flux et des reflux qui sont malheureusement très excessifs. Alors, qu'est-ce que c'est le droit international des investissements? Bon, c'est deux volets en général. Il s'agit d'une part un réseau extrêmement complexe d'accords de promotion et de protection de l'investissement, qui sont eux-mêmes des traités internationaux qui sont signés sous différentes formes et qui ont pour vocation d'être un outil fort contre les risques politiques que peuvent subir les investisseurs nationaux dans des États étrangers. Alors, je rejoins ce qu'a dit mon collègue lors de la première intervention. Souvenez-vous, cette expropriation de cet investisseur anglais lors de la nationalisation du canal de Suez. Eh bien, le droit international des investissements, c'est exactement la solution qui a été adoptée à partir des années 50 pour pallier ce genre de problème. Le deuxième volet de ce droit, c'est un arbitrage international qui va découler de ces traités internationaux. Là encore, il s'agit d'un outil qui est censé être puissant pour protéger les investisseurs étrangers sur les territoires des États hôtes. Néanmoins, c'est là qu'on va voir l'excès naître, puisque c'est aussi un outil qui est parfois extrêmement controversé. Alors, la problématique que j'ai essayé de sortir de mon exposé aujourd'hui est celle de savoir comment se construit le droit international de l'investissement face à ces flux et reflux qui peuvent paraître excessifs. Alors, commençons d'abord par ce qu'on appelle donc les traités d'investissement, par quelques notions fondamentales. Alors, déjà, les traités d'investissement, c'est en fait un réseau très dense de plus de 3000 traités qui sont en vigueur aujourd'hui. Alors pour vous dire très simplement, il n'y a que le Brésil et l'Ouzbékistan qui n'ont pas signé de traité d'investissement sous les 4 formes que l'on connaît, c'est-à-dire principalement des Bilateral Investment Treaties, donc ce qu'on appelle en français les traités bilatéraux d'investissement, soit des accords de libre-échange, soit des accords de partenariat économique, ou encore quelques accords régionaux, ALENA en premier. Alors, ces traités, quelque forme qu'elles soient, mais plus précisément les traités bilatéraux d'investissement, ont pour objet principal de fournir aux investisseurs une protection qui est accrue contre des politiques discriminatoires des États hôtes. Dans un second temps, il s'agit aussi de fournir aux investisseurs un droit d'action direct dans une arène internationale, et donc c'est une arène qui est censée être un espace neutre, pour régler le litige qui pourrait naître entre l'État et l'investisseur. Alors, la protection en elle-même se divise par des droits matériels, principalement l'interdiction de l'expropriation. Encore une fois, on rejoint la première intervention.
mais aussi d'autres droits matériels, comme le traitement juste et équitable, ou ce qu'on appelle le traitement national. Ensuite, comme je vous l'ai déjà présenté, il s'agit aussi de l'attribution à l'investisseur de droits procéduraux par le biais de l'acceptation à l'arbitrage international de l'investissement. Alors, comment fonctionnent ces traités? Eh bien, au départ, il y a ce qu'on appelle une relation tripartite, c'est-à-dire deux États signent un traité international, la plupart du temps bilatéral, et s'engagent à l'intérieur de ce traité de protéger mutuellement les investisseurs nationaux de l'autre État co-signataire. On se retrouve donc dans une situation dans laquelle deux États protègent les nationaux. Bon, très classique jusque-là. La particularité du droit international des investissements, c'est que dans ces accords internationaux, les États s'engagent aussi a priori à accepter la compétence d'un tribunal internationalisé, qui sera le tribunal international, si jamais un litige devait naître avec un investisseur national de l'autre État. C'est-à-dire, il y a une acceptation a priori. Et si jamais un litige doit naître, l'investisseur protégé n'a qu'à aller saisir un tribunal arbitral pour manifester son accord de son côté pour saisir le tribunal arbitral. Bon, l'arbitrage, permet une petite digression, l'arbitrage est une forme de juridiction qui nécessite l'accord des deux parties. Et donc la particularité de ce système, c'est que l'État a déjà accepté et, entre guillemets, on attend que les problèmes commencent. Et une fois que les problèmes commencent, l'investisseur n'a qu'à aller saisir le tribunal et quasi automatiquement, ce tribunal sera compétent. Je vous ai donné deux sentences, je vous les retrouverai dans l'article rédigé. Alors, deux remarques à ceci. La première chose, c'est que ce système est extrêmement protecteur des investisseurs, puisqu'il suffit qu'il y ait un litige pour qu'ils aient automatiquement la compétence d'un tribunal arbitral. La deuxième chose, c'est que l'État est systématiquement le défenseur dans cette procédure, puisqu'ils ne saisissent quasiment jamais les tribunaux internationaux pour aller attaquer des investisseurs. Si jamais un État doit attaquer un investisseur, il le fait par le biais des tribunaux nationaux. Alors, du coup, revenons sur cet arbitrage, c'est, comme je l'ai dit, un mode alternatif de résolution des conflits fondé sur la volonté des parties. Un tribunal, en règle générale, est composé de 3 arbitres, c'est le cas le plus fréquent, un arbitre nommé par les investisseurs, un arbitre nommé par l'État, et enfin un président nommé par les 2 arbitres qui ont été précédemment nommés. C'est un tribunal qui est créé ad hoc, c'est-à-dire à l'occasion d'un litige et uniquement pour ce litige. C'est un élément qui sera extrêmement important pour la suite. Alors, du coup, quelles sont les raisons du succès de ce mode de juridiction? Bien, tout d'abord, il s'agit d'une justice qui fait abstraction des lois nationales. Vous me direz, bon, c'est peut-être pas un avantage quand les lois nationales sont rédigées dans le cadre d'un processus démocratique et dans un État qui fonctionne. Oui, mais il faut savoir que les investissements internationaux et le droit des investissements s'est créé surtout dans un contexte de décolonisation pour protéger les investisseurs des anciennes puissances coloniales dans les États qui étaient anciennement des colonies. Et donc, on a essayé d'extirper les investisseurs, les nationaux des anciennes puissances coloniales, de l'impérium de lois qui pourraient être critiquables, entre guillemets. La deuxième raison pour laquelle il y a un avantage à l'arbitrage, c'est que c'est une justice discrète et rapide. Comme je vous l'ai dit, c'est un tribunal ad hoc, et donc il n'est créé que dans le cadre d'un litige. Ce qui veut dire que si jamais vous avez des informations confidentielles à transmettre, dans la majorité des cas, elles ne seront pas publiées, et il n'y aura pas de problème de discrétion, entre guillemets. D'autre part, de la même manière que c'est une justice discrète, il s'agit de justice rapide. Et pas de problème d'engorgement, par exemple, comme on peut en avoir devant les tribunaux nationaux ou encore plus la CEDH. Enfin, c'est une justice qui est purement orientée vers le compromis, ce qui veut dire que les arbitres sont soumis à la volonté des parties, y compris si jamais les parties décident de ne pas juger en droit, mais en équité. Donc c'est une arène qui est a priori extrêmement... qui aide à trouver une solution adéquate. Alors, quelles sont les conséquences, du coup, de ces succès? Eh bien, 2 choses. Premièrement, à partir des années 50, les États ont été... c'était à la mode de signer des traités bilatéraux d'investissement. Et il y a eu une explosion excessive du nombre de traités. Comme je vous l'ai dit, il y en a 3000 aujourd'hui. Et d'autre part,
en contrepartie, et en conséquence, il y a eu une explosion de la masse arbitrale. 2 excès donc, entre guillemets, en avantage. Alors, très rapidement, quelques chiffres. Comme vous pouvez le constater, 3300, c'est la dernière étude qui a été menée par l'UNCTAD au sujet du nombre de traités qui ont été signés. Vous constaterez tout de suite qu'il y a quand même un effet de reflux, une baisse du nombre de traités. Nous reviendrons sur ce point dans quelques instants. Une deuxième image qui est censée être un peu évocatrice sur à quoi ressemble le réseau de traités bilatéraux d'investissement. Bon, vous verrez tout de suite, c'est un peu... Bon, c'est dense, entre guillemets. Maintenant, ici, encore une fois, très évocateur, l'explosion de la jurisprudence, enfin, de la pratique arbitrale en matière d'investissement. Vous noterez qu'il y a 696 affaires en cours, ce qui est un nombre extrêmement élevé. Alors, dans le détail, selon une étude de l'OCDE en 2013, le plus important est de comprendre que ces arbitrages internationaux sont systématiquement, dans quasi la totalité des cas, orienté contre un État du Sud économique, c'est-à-dire une économie en voie de développement ou encore plus des pays les moins avancés. Alors le problème, c'est que 50% des États qui ont signé un traité bilatéral d'investissement sont confrontés, une fois dans leur histoire, au moins une fois, à un arbitrage d'investissement. Est-ce que là où on se rend compte, c'est qu'il va y avoir un problème, c'est systématiquement, après cet arbitrage, les États vont avoir un reflux, une volonté de revenir sur ce qu'ils ont accepté. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a énormément de critiques qui peuvent être adressées à l'encontre de l'arbitrage. Tout d'abord, le droit des investissements et l'arbitrage qui en découle a une capacité d'être un droit extrêmement flexible, voire poreux, c'est-à-dire on peut utiliser tout un tas de sources éparses, nationales, internationales, en bref, on peut utiliser la totalité des sources du droit afin de justifier une question, y compris, on peut aller au-delà de ce droit et juger en équité. Le problème, c'est que quand on est trop flexible, on perd en stabilité et donc on perd en sécurité juridique. Et donc un État qui est le défenseur systématique dans une affaire arbitrale ne va jamais avoir la certitude de gagner cette affaire. Alors, la deuxième critique qu'on a, c'est une critique personnelle à adresser aux arbitres. Le problème, c'est que la majorité des arbitres en droit international de l'investissement sont à la fois des chercheurs et des arbitres. Et la tentation, c'est de vouloir créer un droit des investissements meilleur. Alors, quand je dis meilleur, c'est-à-dire que quand un arbitre est à la fois professeur de droit et arbitre, il y a malheureusement une tendance qui se crée, c'est-à-dire le professeur de droit va créer de la doctrine qu'il va justifier par un arbitrage qu'il va avoir un mois après, qui va justifier par un article qu'il a déjà écrit avant. Et on le voit dans les sources qui sont citées lors des arbitrages, quand on lit les sentences arbitrales, plus de 16% des sources citées lors d'un arbitrage international sont purement de la doctrine. Alors pour ceux qui font un peu de droit international, je vous rappelle que la doctrine n'est pas la source principale du droit international tel qu'on l'envisage de manière classique. Alors, quelles sont les conséquences de ça ? Premièrement, il y a un élargissement extrême des droits matériels et des droits procéduraux attribués aux investisseurs. Et du coup, il devient de plus en plus simple pour un investisseur de saisir un tribunal arbitral dans la mesure où ses droits sont extrêmement élargis. Il y a ensuite un manque de confiance, un déficit de confiance envers les arbitres, certains arbitres étant maintenant systématiquement interdits d'arbitrage par des États. La deuxième critique que l'on adresse à l'arbitrage international, qui va créer un reflux de ce système, c'est une critique que l'on peut donner aux cabinets spécialisés. Alors, il y a, du fait de cette extension de la protection matérielle, une tendance de certains cabinets d'avocats de vouloir faire des millions d'euros de bénéfices en poussant les investisseurs à aller systématiquement contre un État dans le cadre d'un arbitrage et non pas dans d'autres voies de recours, y compris la négociation avec l'État. Ceci est possible dans la mesure où c'est une juridiction qui est extrêmement coûteuse et les réparations, bien qu'elles soient justifiées du point de vue purement légal du droit international selon des théories et des pratiques qui ont été déjà établies depuis des années de réparation pleine et entière, etc., eh bien, ces réparations sont souvent disproportionnées quand on les compare
aux économies étatiques qui doivent y faire face. Alors là, très simple et très évocateur, le coût moyen d'un arbitrage international, c'est 8 millions de dollars US. Et là, je ne parle pas des frais d'avocat. Frais d'avocat qui sont quasiment impossibles à obtenir parce que les cabinets d'avocats ne veulent pas les donner. Là, je parle uniquement des frais d'un tribunal. Quant aux réparations, eh bien, c'est sensiblement la même chose. Les demandes, les réclamations habituelles, c'est 490 millions de dollars. Heureusement, 82% de ces réparations sont en dessous de 100 millions. Bon, quelques contre-exemples. Là, l'extrême record que nous avions atteint en 2014 dans une affaire Yukos contre Russie, 50 milliards de dollars attribués à Yukos. Deuxième exemple, très évocateur, qui était jusque-là le record absolu, 1,77 milliards USD dans l'affaire occidentale contre Équateur. Alors je vous donne cette affaire tout simplement parce que on peut faire une comparaison qui est due aux circonstances. Alors c'est le hasard des choses a fait que 1,77 milliards USD, c'est exactement le budget du ministère de la Santé de l'Équateur. Voilà, donc Occidental, cette fabrique de pneus, a reçu le budget de la santé d'un État comme réparation. Alors, vous me direz, quelles sont les conséquences? Un reflux. Le recul des accords d'investissement. Les États, ayant peur de devoir payer, d'être catégorisés comme mauvais États et de perdre les capitaux étrangers venant sur le territoire, eh bien, arrêtent de signer les accords ou signent des accords mais sans arbitrage à l'intérieur, donc sans cet accord de principe. C'est le cas de l'Australie depuis 2013. Il y a aussi la suspension ou la dénonciation de traités bilatéraux d'investissement au profit de lois nationales. C'est le cas de l'Afrique du Sud, de l'Inde, de l'Indonésie. Il y a ensuite le retrait du CIRDI, c'est-à-dire du Centre international du règlement des différends relatifs aux investissements, qui est la principale arène arbitrale. La Bolivie, l'Équateur, le Venezuela, que des cas extrêmes. Et enfin, il y a une tendance, et vous l'avez vu dans la courbe, c'est une tendance d'arrêter de signer des traités bilatéraux. C'est par exemple le cas polonais et norvégien, ces deux pays n'ont pas signé de traités d'investissement depuis plus de 15 ans. Alors, quelles sont les conséquences pour l'investisseur? Tout d'abord, on perd les avantages de l'arbitrage, qui était cette justice rapide, efficace, pour l'investisseur et facile à attribuer. Il y a ensuite le retour en force des juridictions nationales. Alors, si vous devez ester contre la France, les juridictions nationales sont assez efficaces, il ne devrait pas y avoir de problème. Par contre, si vous devez ester contre un État africain dans lequel il vient d'y avoir un coup d'État, sans rentrer bien évidemment dans les exemples qui ont eu déjà lieu, c'est plus difficile. Enfin, il y a un phénomène qui arrive aussi, c'est les États refusent tout simplement de payer en expliquant que c'est pas possible de payer autant parce que tout simplement leur économie ne peut pas le supporter. Ce qui est au demeurant extrêmement justifié. Alors quelques remarques conclusives. Bon, il y a bien évidemment ce flux et ce reflux dans l'excès. Et bien maintenant, on est dans une troisième phase qui est une phase de stabilisation, cet équilibre que tout le monde veut obtenir. Beaucoup de traités sont renégociés avec la possibilité donnée à l'État de réguler sans se voir systématiquement opposer un arbitrage de la part des investisseurs. Il y a ensuite des déclarations interprétatives conjointes qui sont faites par les États afin de limiter l'arbitrage. Et enfin, il y a ce mouvement international d'un retour vers ce qui avait été abandonné dans les années 90 et qui revient un peu en force, c'est-à-dire créer un arbitrage institutionnalisé qui saurait pallier les problèmes des arbitrages ad hoc, c'est-à-dire les coûts, la lenteur parfois et l'exaspération des réparations. Et ça, c'est par exemple ce qu'essaye de créer le CETA avec son fameux tribunal des investissements, sachant que le système de règlement des différends dans le cadre de ces nouveaux traités est extrêmement critiqué dans l'arène internationale. C'est une question extrêmement tendue, entre guillemets, qui est donc loin d'être réglée.
Voilà, je vous remercie et je suis prêt à entendre vos questions si jamais vous devriez en avoir. Merci. Bien, merci beaucoup pour votre intervention qui, elle aussi, suscitera un certain nombre de commentaires. Je pense qu'on va directement passer à la troisième avec une obligation, celle de ne plus dire du mal des universitaires. J'ai compris en écoutant la première intervention que Kirkman n'était pas légitime parce qu'il était universitaire. Ensuite, dans la deuxième, que les tribunaux bilatéraux d'investissement, enfin pas les tribunaux mais les juridictions d'investissement faisaient assez mal leur travail à cause de la présence trop nombreuse d'universitaires. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez nous dire, Monsieur Charité ?